Bonjour. Euh, oh. Merci encore pour votre accueil. Donc pour ce topo sur le développement embryonnaire normal et pathologique, savoir éventuellement à quelle cause ça pourrait être dû. Alors très rapidement, si je peux avoir la présentation. Voilà, super, merci. Donc très rapidement, des données que vous connaissez tous. Donc en fécondation in vitro, le taux de fécondation il oscille entre 60 et 70%, avec un taux de blastulation à partir des ovocytes fécondés de l'ordre de 50%. Et on estime en fait que le taux cumulatif de grossesse par cycle, en France, il était aux alentours de 28,2%, d'après le dernier rapport de l'Agence de la biomédecine, plus dans le monde, estimé plutôt aux alentours de 30%. Et aux États-Unis, il y a eu des études de taux cumulatif de grossesse qui ont montré qu'ils atteignaient à peu près un peu plus de 70%. Mais malgré cela, vous voyez en fait que 50% à peu près des embryons que l'on a obtenus ne sont ni transférés ni congelés. Et ces arrêts en fait de développement embryonnaire, bien évidemment, peuvent avoir de multiples causes. Elles sont souvent méconnues, probablement non exclusives, et également elles peuvent varier en fonction du moment où l'embryon va s'arrêter de se développer. Alors vous savez, une des premières causes pourrait être liée à un arrêt, en fait, une absence d'activation du génome embryonnaire. Donc vous savez que l'embryon, en fait, jusqu'au stade de J3, c'est-à-dire 8 cellules, vit sur les réserves maternelles, et à partir du stade de 8 cellules, il va activer son propre génome, et cette activation du génome embryonnaire, c'est une reprogrammation épigénétique. Comme vous le voyez ici, par exemple, sur le profil de méthylation, vous avez une déméthylation des génomes paternels puis maternels, et ensuite une reméthylation. Et on sait, dans les embryons en fait, qui s'arrêtent de se développer, donc vous avez ici jusqu'au stade de 8 cellules, eh bien, que l'activation du génome embryonnaire ne se fait pas bien, donc il y a des transcrits maternels qui vont s'épuiser, mais il n'y a pas une reconstitution des stocks embryonnaires avec un profil de méthylation qui n'est absolument pas aussi correct que la vague de déméthylation qui doit se produire lorsque le développement embryonnaire est normal. Une deuxième cause possible, c'est une anomalie de nombre de chromosomes. Et donc, on sait que les embryons en fait, qui sont aneuploïdes ont une moindre capacité à évoluer jusqu'au stade de blastocyste. Vous voyez ici, par exemple, le pourcentage d'évolution jusqu'au stade de blastocyste des embryons aneuploïdes par rapport aux embryons euploïdes. Une troisième cause pourrait être aussi, pardon, je vais trop vite, des causes biophysiques. Et là, c'est un travail qui a été effectué par Gilles Firmin, qui travaille donc avec Jean-Léon Maître, et qui s'est en fait intéressé aux propriétés physiques qui régulent le développement embryonnaire, et plus particulièrement en fait la compaction. Et elle a fait des mesures en fait des angles, d'accord, au moment en fait de la compaction, pour voir quels étaient en fait, à quel moment ça se mettait en place et quels étaient les mécanismes moléculaires et biophysiques qui sous-tendaient le phénomène de compaction. Et donc, elle a montré en fait qu'il y avait une augmentation de l'angle de la compaction, comme vous le voyez ici en gris en fait, sur des embryons qui se compactent de façon tout à fait correcte, mais les embryons en fait qui ne se compactent pas, eh bien, il y a une incapacité en fait biophysique à faire ce phénomène en fait d'interaction entre les cellules, et a priori en lien aussi avec tout le cytosquelette d'actine et de myosine de la cellule. Alors si on va un petit peu plus loin,
Donc, je vous ai dit qu'il y avait donc un taux de fécondation de l'ordre de 70%, avec un taux de blastulation de l'ordre de 55%, un taux de blastulation utile, c'est-à-dire des blastocystes qui seront ou transférés ou congelés, de l'ordre de 40%. Mais dans un certain nombre de cas, à peu près 15 à 20% des cas selon les équipes, eh bien, on n'a pas du tout de blastocystes. Bien évidemment, ce taux il varie en fonction du nombre d'ovocytes qui est recueilli. Il est plus important lorsque le recueil ovocytaire est faible. Mais vous voyez là, ce sont des données de Cochin de l'année dernière. Malgré un recueil important d'ovocytes, bien dans 10% des cas, en fait, on n'a pas de blastocystes. Et on observe en fait des arrêts de développement, souvent, parfois des embryons qui se divisent péniblement jusqu'au stade 4 cellules et qui se fragmentent, ou un arrêt carrément vraiment très brutal à 4, 5, 6 cellules avec des embryons qui n'évoluent pas malgré la culture prolongée. Et donc, il y a un certain nombre d'équipes qui se sont intéressées plus particulièrement en fait à ces arrêts de développement embryonnaire, c'est-à-dire des causes d'infertilité pour lesquelles on observait en fait de façon récurrente un arrêt de développement embryonnaire, soit une absence de division, soit une fragmentation importante, pour lesquelles en fait on n'avait jamais de blastocystes. Et donc je vais vous présenter en fait la majorité des études qui ont traité sur ce sujet. À chaque fois, la méthodologie était la même. Ils ont toujours identifié en fait les couples cibles. C'était souvent des infertilités idiopathiques pour lesquelles il n'y avait aucun problème de réserve ovarienne, avec une stimulation ovarienne qui se passait de façon tout à fait normale, un recueil ovocytaire correct, un nombre d'ovocytes en métaphase 2 et un taux de fécondation normal, mais une évolution embryonnaire anormale. Et dans la majorité des cas, il fallait au moins 2 tentatives avec ce profil pour pouvoir être inclus dans des recherches plus poussées. Ensuite, l'analyse d'une recherche d'une cause génétique se faisait par NGS en comparaison par rapport aux couples fertiles, et ensuite l'identification des variants géniques pour définir le mode de transmission, la nature de la protéine en cause, l'impact de la protéine et éventuellement la validation dans d'autres modèles cellulaires. Donc quand on regarde, eh bien, j'ai essayé de schématiser en fait en fonction du type de phénotype. Soit un arrêt au stade clivé, donc ce sont des embryons en fait qui s'arrêtent, il n'y a pas forcément de fragmentation. Et il y a 4 grands groupes en fait, de causes génétiques qui ont été identifiées. Soit une implication du gène CDC20, soit de type 8, soit des protéines qui sont impliquées en fait, dans la diminution des transcrits membranaires, qui sont membres de la famille SCMC, soit la cariopérine. Deuxième phénotype sont des embryons en fait, qui se fragmentent. Et là, il y a des papiers qui sont sortis pour identifier en fait le gène MOS que vous connaissez tous dans ce profil et ce type d'infertilité. Donc, on va commencer par CDC20. Donc, blocage, une des causes au stade embryonnaire clivé. Donc, CDC20, c'est une protéine qui fait à peu près 500 acides aminés, qui est exprimée dans de nombreux tissus, dont les cellules germinales, et qui va être impliquée dans la régulation du cycle cellulaire. Et en cas de protéines anormales, bien la ségrégation chromosomique se fait aussi de façon pathologique. Et donc, ils ont identifié, en fait, c'est beaucoup d'équipes chinoises. Ils ont vraiment une masse très, très importante et aussi une possibilité technique qui est vraiment assez remarquable. Et donc, ils ont identifié, en fait, 3 couples, tous les 3 avec une infertilité idiopathique. Là, vous avez en fait qui ont eu soit un cycle de FIV, soit jusqu'à 3. Donc là, c'est le nombre total. Vous voyez que le nombre d'ovocytes recueillis était correct, avec un taux de maturité ovocytaire qui était soit normal, soit abaissé, un taux de fécondation qui était normal ou diminué, et puis un arrêt au stade 2 à 4 cellules, 2 à 4 cellules, 2 à 4 cellules. Et donc, ils ont fait un séquençage du génome par NGS,
Et ils ont identifié, en fait, dans le gène CDC20, des mutations faux sens ou no sens à l'état homozygote ou hétérozygote compossible, et donc impliquées dans un phénotype d'échec de fécondation à l'arrêt de développement embryonnaire. Deuxième cause, c'est TUB8. Donc TUB8, vous connaissez, c'est une bêta-tubuline qui est codée par TUB8 et qui est exprimée à la fois dans l'ovocyte et dans l'embryon précoce. Et son absence ou en cas de protéines anormales, eh bien, ça entraîne une altération des microtubules et du fuseau de division méiotique. Eh bien, TUB8, on la connaissait tous parce qu'on savait en fait que c'était impliqué dans les arrêts de maturation ovocytaire. Mais en fait, à ce jour, il y a plus de 130 mutations qui ont été identifiées. Et selon en fait le type de mutation, vous allez avoir un effet variable sur l'expression de la protéine qui peut être carrément absente, soit en fait être exprimée de façon anormale. Et on sait qu'il y a une corrélation entre les génotypes et le phénotype, avec des profils qui peuvent aller soit un arrêt total de maturation, donc un arrêt au stade de métaphase 1, soit un arrêt du premier clivage embryonnaire, et après des arrêts en fait durant le développement embryonnaire précoce jusqu'à des échecs répétés d'implantation. Troisième type de protéines, donc de gènes qui sont impliqués dans ces blocages embryonnaires au stade clivé, ce sont toutes les protéines qui interviennent dans le complexe maternel subcortical. Et donc ces protéines, en fait, sont chargées de la réorganisation du cytosquelette, de la position du fuseau de division méiotique, de la division cellulaire, la transcription des ARN messagers et l'organisation des mitochondries. Et donc là, je vous ai répertorié en fait le cas de deux couples qui, là encore, avaient une infertilité primaire chez une femme de 26 ans qui a bénéficié en fait de 3 cycles de fécondation in vitro, avec, vous voyez, un nombre d'ovocytes moyen qui était tout à fait correct, un taux de maturité normal, un taux de fécondation normal, et puis un blocage à chaque fois en fait au stade de 6 cellules. Donc là, vous voyez en fait les images du blocage que l'on observe au stade J5, J6. Deuxième couple, exactement le même profil, avec des paramètres biologiques de la stimulation qui sont corrects et un blocage, là encore, au stade de 3 cellules. Et donc, ils ont identifié en fait plein de gènes qui appartiennent à ce complexe maternel subcortical, dont le plus connu en fait c'est PAT16 qui est impliqué dans le stock de chromosomes, et vous voyez en fait que les mutations elles ont été observées soit à l'état homozygote soit hétérozygote composite. À chaque fois vous avez toujours une infertilité inexpliquée et un arrêt de développement dans la majorité des cas qui est au stade embryon clivé. Quatrième gène, c'est le gène KPNA-alpha en fait, 7. Là encore, une identification à partir d'un nombre très conséquent de couples pour lesquels il n'y avait pas eu de blastocystes de façon récurrente, avec surtout des arrêts AJ3 au stade 8 cellules et un séquençage par NGS. Et donc, ils ont observé en fait principalement deux gènes, le gène PA-D16 dont je vous ai parlé tout à l'heure, et ce gène en fait qui code pour la cariopérine alpha, qui est exprimé dans l'ovocyte surtout, mais également dans le zygote et dans l'embryon précoce, et qui est un transporteur en fait nucléaire et qui intervient en fait dans la transition materno-zygotique. Donc là, vous avez l'expression en fait des ARN maternels au cours du développement embryonnaire avec, au stade 8 cellules, l'activation du génome embryonnaire et l'expression des gènes embryonnaires. Eh bien, en absence en fait de cette cariopérine, eh bien, il n'y a absolument pas d'expression des transcrits maternels. Et donc, ils ont observé des couples, 1,7% d'entre eux, qui avaient des mutations, soit à l'état homozygote, soit hétérozygote composite. Deuxième phénotype, les gènes qui sont impliqués dans la fragmentation et les blocages embryonnaires. Alors, les fragments, vous les connaissez, il
il relève de différents mécanismes, soit un blastomère exclu, souvent aneuploïde, soit la présence de micronoyaux qui pourraient contenir en fait des chromosomes entiers ou partiels, soit liés à des corps apoptotiques ou au contraire des globules polaires. Donc les mécanismes en jeu seraient soit une mort cellulaire apoptotique, la présence de radicaux oxygénés ou des désordres du cytosquelette. J'avance un peu plus rapidement. Et donc, ils ont identifié, en fait, toujours par les mêmes méthodes, le gène MOS. Vous savez, donc c'est un proto-oncogène chez 3 couples d'origine chinoise, là encore qui consultaient pour une infertilité idiopathique. À noter qu'une notion de consanguinité avait été observée pour 2 femmes. Donc là, vous voyez en fait l'âge des femmes, les tentatives de fécondation in vitro qui ont été réalisées, des taux de maturation ovocytaire qui étaient corrects, des taux de fécondation qui n'étaient pas très bons, et puis un arrêt en fait de maturation au stade d'embryon clivé précoce. Et vous voyez là donc les profils en fait que l'on a observés avec J0. Et puis là, l'évolution jusqu'à J5, où on a des embryons qui sont totalement en fait fragmentés. Et donc, ils ont observé en fait des variants rares dans le gène MOS selon une transmission autosomique récessive. Donc MOS, c'est un proto-oncogène qui code pour une protéine kinase sérine, qui est exprimée vraiment de façon très importante dans les ovocytes. Et on sait que sa mutation, en fait, va perturber complètement le cytosquelette, la transition maternozygotique et l'homéostasie mitochondriale. Et donc, ça aboutira, en fait, à un arrêt et une fragmentation embryonnaire. Alors, quand on va un petit peu plus loin, il y a certaines études qui ont essayé, chez la souris, de voir comment est-ce qu'on pouvait prendre en charge ces patientes pour lesquelles on observait en fait une mutation sur l'un des gènes. Et il y a des papiers donc, qui sont sortis chez la souris, où ils ont injecté en fait l'ARN codant pour le gène défectueux, donc soit humain, soit murin, au stade zygotique d'embryon muté. Donc là, vous avez en fait l'injection avec le contrôle. Vous voyez, donc là, c'est des ovocytes en fait de souris pour lequel il y a issu en fait d'une mutation du gène kappa-NA2. Vous voyez que l'injection, donc ça c'est le contrôle, il y a toujours le blocage, pas d'évolution embryonnaire, mais que l'injection soit du transcrit humain, soit du transcrit murin, eh bien, restaure en fait la capacité à se développer. Et on observe, quand on le voit ici, eh bien, par rapport au contrôle, un nombre de blastocystes conséquent qui se développe. Même chose avec un autre gène, injection donc de l'ARN codant pour CDC20 au stade d'ovocyte muté. Et là encore, vous voyez en fait que ça va restaurer le phénotype. Là, vous avez l'injection dans 4 ovocytes, avec ici des ovocytes qui n'ont pas, des zygotes qui n'ont pas très bien évolué, mais vous voyez ici l'évolution jusqu'au stade de blastocyste, pour lequel en fait ils ont fait du DPIA et observé un blastocyste euploïde. Donc ça laisse présager de nouvelles prises en charge thérapeutiques. Donc pour conclure, il y a quand même un certain nombre de phénotypes pour lesquels il y a des causes maintenant génétiques qui ont été identifiées de façon très très précise. C'est vrai qu'il y a beaucoup de facteurs qui sont en jeu, certainement de nombreux facteurs maternels, et ceux qui sont importants, c'est ceux qui sont en fait impliqués dans la transition maternozygotique. Donc là, vous avez tous les gènes qui sont impliqués dans la maturation ovocytaire, la fécondation et le développement embryonnaire précoce. Alors, il y a certainement aussi des facteurs masculins, mais je voudrais insister vraiment sur le diagnostic phénotypique excessivement précis, et puis reprendre sous une autre façon l'implication à la fois ovocytaire dans le développement embryonnaire, avec d'une part les ARN messagers, les protéines, les mitochondries et le cytosquelette,
Et puis, Monsef en avait parlé hier, l'apport du spermatozoïde, il ne faut pas l'oublier, avec la phospholipase zeta, le centriole proximal et tous les ARN non codants. Et donc, voilà l'importance, en fait, de tous ces facteurs pour le développement embryonnaire précoce. Ne pas oublier cette fameuse transition maternozygotique qui est un phénomène actif. Il y a une dégradation active des transcrits maternels, et bien différencier, en fait, ce qui relève d'une dégradation normale d'embryons au sein d'une cohorte, grosso modo, qui évolue correctement, de patients pour lesquels il n'y a jamais de développement embryonnaire et pour lesquels une cause génétique pourrait être identifiée. Voilà, je vous remercie et je termine par mon équipe à Cochin.